RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Vous recevez ce matin le premier vice-président de la province Sud. Oui, notre invité du matin, c'est Philippe Blaise, premier vice-président de la province Sud. Bonjour. Bonjour Elisabeth. Merci d'accepter notre invitation. Alors l'actualité immédiate, c'est tombé ce week-end. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, reporte sa visite prévue la semaine prochaine en compagnie du ministre délégué à l'Outre-mer, Jean-François Carenco. Et il annonce la réunion à Paris début septembre d'un comité destinataire. C'est la bonne méthode selon vous, de réunir tout le monde à Paris ? Mais je crois qu'il y a un fait, c'est qu'aujourd'hui le FLNKS est dans une logique de déni de réalité. Déni des résultats des référendums, déni du résultat des législatives. Et on pouvait s'interroger sur les conditions de la venue du ministre de l'Intérieur, puisqu'il y avait des rumeurs de manifestations. Je crois que c'est important d'extraire les gens du jus calédonien, loin des postures, et de les amener à Paris où là l'ambiance est plus sereine et où on peut se dire des choses. Ce qui est clair, c'est que avec la position très radicale de déni de réalité aujourd'hui du FNKS, et notamment on le voit dans le dernier communiqué de l'Union calédonienne, l'État n'a pas le choix que de forcer la main et d'amener les gens autour de la table. Il va bien falloir le faire parce que à un moment, les Calédoniens qui se sont exprimés majoritairement pour rester dans la France, à 3 reprises, 3 référendums, avec un corps électoral restreint, donc la population concernée, la population légitime, veulent que le pays avance, que la Calédonie avance. Donc il va falloir faire avancer les choses, quitte à bousculer un peu les partis locaux. Et justement, vous croyez que les indépendantistes vont accepter de participer à ce comité destinataire, vont accepter de se mettre autour de la table alors qu'ils réclament des bilatérales uniquement avec l'État ? S'ils veulent parler avec l'État, à défaut de reconnaître la légitimité des non-Kanaks, ce qui est quand même un problème, hein, un fort déni de réalité, ils ne cessent de réclamer des bilatérales avec l'État. L'État leur offre un cadre pour discuter, je ne vois pas comment ils peuvent le refuser. Du côté des loyalistes, comment ça va se passer ? Est-ce qu'ils vont arriver à discuter, à trouver un accord sur un projet de statut, à parler d'une seule voix ? Alors, la vie politique chez les loyalistes a été très marquée par les présidentielles, par les législatives, ce qui a amené les uns et les autres à se positionner. Vous savez qu'il y a eu l'émergence de cette confédération macroniste, ensemble, qui a porté les deux députés de la première et la deuxième circonscription. Je crois que là, on ouvre une nouvelle page, c'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver aux discussions sur l'avenir en ayant des discours cacophoniques. Il est indispensable qu'au sein du camp loyaliste, toutes tendances confondues, des macronistes aux gens qui sont non macronistes, plus LR, il y ait des discussions entre nous, qu'on puisse au moins se mettre d'accord sur les fondamentaux. Et je pense notamment à la question qui est vraiment le nœud de la discussion sur l'avenir, c'est la question du corps électoral. Il est important que nous ayons une position commune pour poser notre revendication sur les conditions de l'ouverture du corps électoral. Vous-même, Philippe Blaise, vous êtes membre de la Confédération loyaliste. Vous faites partie de ces macronistes, comme vous les appelez ? Alors non, moi je ne suis pas membre de la Confédération. Je crois que tout le monde le sait. Tout le monde sait très bien que dans la campagne législative, j'ai marqué une différence. Pour autant, je fais partie des gens qui ont apporté leur soutien au candidat Emmanuel Macron. Je lui ai donné mon parrainage. J'ai reçu un courrier d'ailleurs de remerciement en ce sens. Mais je représente une sensibilité de gens qui considèrent qu'en Calédonie, on ne peut pas transposer comme ça les clivages des partis politiques de métropole parce que ça n'a pas vraiment de sens. C'est-à-dire qu'ici, la Calédonie, on est à l'autre bout de la terre, on a une histoire qui est différente. Et fondamentalement, en Calédonie, il y a le camp de la France et le camp de l'indépendance. Et donc au sein du camp de la France, il est important de faire l'unité la plus large possible, de se retrouver sur des revendications fondamentales, le corps électoral, mais également la vision partagée de ce à quoi peuvent ressembler nos institutions dans le futur. Quel projet de société nous voulons porter en termes de valeurs, en termes d'inclusion de tous les Calédoniens, quelle que soit leur origine, face au projet qui est quand même très discriminatoire du FNKS. Donc cette sensibilité-là, qui est une sensibilité plus loyaliste, sans attache à un parti politique en particulier, je crois qu'il faut intégrer que ça correspond aussi à beaucoup de gens en Calédonie qui certes ont voté pour des candidats aux législatives parce que c'était l'offre la plus rassurante, celle qui était la plus sécurisante, mais qui veulent aussi être entendus, qui veulent être écoutés. Alors à ce propos, j'ai commencé il y a quelques mois un travail au sein d'un groupe qui s'appelle Partageons l'avenir, dont le but est d'aller vers la société civile, d'écouter ce que ces gens ont à nous dire, c'est-à-dire qu'on parle nous pendant 5 minutes et pendant 1 heure on écoute
Et c'est très intéressant, c'est très important. Ça se fait comment, sous forme de réunions, de conférences Ce sont des réunions en petit format parce qu'au-delà d'un certain nombre, on ne peut pas écouter. On a rencontré le monde économique, mais on a également rencontré les pasteurs protestants, la Ligue des droits de l'homme. Et je crois qu'il y a encore beaucoup de gens à rencontrer, des communautés, les forces spirituelles, les forces vives de la Calédonie. Ces gens-là, on ne peut pas réfléchir sur l'avenir de la Calédonie si on ne va pas les écouter. Je crois qu'il faut intégrer que le politique n'a pas forcément tous les codes et que parfois il y a des choses qui viendront, des bonnes idées qui émergeront, des points de convergence pour tous les Calédoniens qui émergeront de la société civile. Donc ce travail, je pense qu'il faut le continuer et je pense que c'est un prérequis indispensable pour préparer les termes de la discussion à venir, parce que si nous ne préparons pas les choses de cette façon-là, c'est-à-dire en étant à l'écoute de la société civile, en cherchant les grandes idées qui rassemblent les Calédoniens sur leur avenir, nous risquons d'être dans le dialogue de sourds, c'est-à-dire les postures qui s'opposent entre loyalistes et indépendantistes sur la question de la souveraineté ou pas. Tout ça dans le cadre d'un calendrier. Est-ce qu'on va pouvoir respecter ce calendrier qui prévoit un référendum de projet en juin 2023, ou est-ce que déjà on est hors délai? Il ne m'appartient pas de dire si le calendrier qui avait été proposé par M. Lecornu sera respecté. Simplement, le temps presse. On voit que les choses s'accélèrent, puisque c'est septembre le rendez-vous. Il n'est jamais trop tard pour rencontrer les gens, pour commencer à discuter de ce qu'on veut faire de la Calédonie. Et ce processus, il va durer longtemps. Donc il faut, à mon sens, se parler entre loyalistes. Il faut, je pense, que tout le monde mette un peu de l'eau dans son vin, parce qu'aujourd'hui, on est dans des postures. Les uns déposent des vœux, font des déclarations. Tout ça, c'est pas très bon, parce que c'est pas comme ça qu'on avance. Je pense qu'il faut vraiment discuter entre les différentes sensibilités du camp loyaliste. Parce que fondamentalement, je le sais, pour en avoir parlé avec les uns et les autres, on veut la même chose. On a des positions qui sont extrêmement similaires, notamment dans la fermeté sur la réouverture du corps électoral. Il y a l'avenir institutionnel, et puis il y a aussi la situation économique de la Nouvelle-Calédonie, avec des finances publiques qui sont dans une situation, on va dire, pudiquement critique. Qu'est-ce que vous pensez de la politique du gouvernement Mapou dans ce domaine, notamment de sa réforme fiscale là? Elle est extrêmement mauvaise. Et vous savez, s'il n'y a pas eu de mobilisation massive des indépendantistes comme ils l'espéraient au second tour des législatives, c'est parce que leur propre électorat s'en rend compte. Ça fait 1 an maintenant qu'ils sont au pouvoir. Ils avaient promis beaucoup de choses et les résultats ne sont pas là parce qu'il n'y a pas d'argent caché dans les caisses. Il ne suffit pas d'arriver avec de la parole magique et puis d'un seul coup tout va aller mieux. La réalité, c'est que gérer un pays, c'est difficile. Gérer un pays, ça demande de la rigueur sur les dépenses, ça demande de stimuler l'économie pour qu'il y ait des entreprises qui investissent, pour qu'il y ait des recettes fiscales et qu'on puisse continuer à payer les dépenses publiques, c'est-à-dire l'éducation, la santé, les administrations. Et ce qu'on constate depuis 1 an avec ce gouvernement, c'est qu'on est dans une forme d'irréalisme économique, c'est-à-dire qu'on nous propose d'augmenter les impôts, mais il n'y a aucun message d'encouragement qui est donné à l'entreprise publique. Et si on continue comme ça, très clairement, la Calédonie va être en très très grave difficulté. Et je pense que tout le monde s'en rend compte, quelles que soient les sensibilités politiques. Alors la dernière réforme en date, c'est celle qui a été déposée par l'éveil océanien, qui propose d'exploser les charges sociales pour combler le déficit du REAM. Mais je crois qu'ils se sont trompés. On ne leur a pas donné un problème de mathématiques, on leur a donné un problème d'économie. L'économie, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que l'économie, c'est des entreprises qui investissent, qui ont un coût du travail. Et très clairement, si on explose comme ça le coût des charges sociales, les entreprises n'embaucheront plus, voire elles vont licencier. Quelles sont les solutions qu'il faut mettre en œuvre aujourd'hui si les recettes supplémentaires ne peuvent pas seulement être trouvées dans l'augmentation des taxes, où est-ce qu'on peut les trouver? Le monde économique calédonien, c'est un petit monde, mais qui est très réactif. C'est-à-dire que s'il y a de la confiance, s'il y a les bons messages, si on apporte de la stabilité, de la confiance sur l'avenir, il y a des projets en Calédonie. Ça avait été dit dans une réunion. Il y a pour 20 milliards de projets dans les stocks, enfin dans les cartons. On a un système bancaire qui est capable d'accompagner rapidement les projets. Donc, je crois qu'il faut surtout sortir des messages qui inquiètent. Et ce qui inquiète, c'est la radicalité indépendantiste, c'est le fait de nier le résultat des référendums, le fait de nier le résultat des législatives, le fait de ne pas vouloir discuter avec plus de la moitié de la population qui fait vivre, qui fait avancer ce pays. Si on a ces messages qui rassurent, si on a une vision pragmatique de long terme, oui, on peut redresser notre économie et oui, on peut à ce moment-là avoir des recettes fiscales. Nous allons avoir des moments difficiles parce qu'aujourd'hui, la Calédonie, elle est surendettée. Mais le seul chemin qui est possible, c'est relance économique,
respect du monde économique, respect de ce qu'il a à dire, respect des partenaires sociaux, et puis arrêter d'inquiéter les gens avec des annonces fiscales qui ne peuvent avoir que des effets négatifs. En tout cas, je partage l'avis de Christopher Gigès, qui disait qu'il faut faire tomber ce gouvernement, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on discute avec des gens qui ne veulent pas comprendre, qui sont dans une logique idéologique et pas une logique de l'intérêt général, pas une logique de la défense des travailleurs calédoniens, du fait de donner du travail, des emplois, de la perspective à notre jeunesse, on ne peut pas continuer dans ces conditions-là. Le faire tomber, mais après ça, vous vous heurtez toujours à l'écueil, si je puis dire, de l'absence de majorité du fait de l'éveil océanien. Si vous faites tomber le gouvernement pour remettre en place le même, ça aura servi à quoi? Vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire qu'il faut que les conditions soient réunies. Il faut être pragmatique. On fait tous le même constat, c'est que la politique qui est menée actuellement dans ce gouvernement, elle est néfaste pour notre économie. Elle a des effets néfastes aujourd'hui sur notre système de santé, puisqu'on voit qu'on n'arrive pas à s'en sortir, on a des médecins qui partent. Après, il faut créer les conditions de ce changement, et ces conditions, elles passent par le dialogue. C'est-à-dire qu'on aura besoin de tout le monde dans le camp loyaliste, donc il faut discuter avec le Rassemblement, qui a des élus qui sont au Congrès, qui a des membres au gouvernement. Puis une fois qu'on aura discuté entre nous et qu'on aura une feuille de route, il faut également aller expliquer à nos camarades de l'éveil océanien que s'ils souhaitent, comme c'est leur objectif, servir leur communauté, servir l'intérêt à long terme de leur population, il faut qu'on porte ensemble un projet qui est un projet positif, qui ouvre des perspectives. Et ce n'est pas le cas avec le FNKS. Philippe Blaise, vous êtes premier vice-président de la province Sud. Comment ça se passe à la province depuis que la présidente Sonia Backès a été nommée secrétaire d'État en charge de la citoyenneté? Elle peut garder les deux casquettes, ça se passe bien? Alors quand Sonia a été nommée secrétaire d'État, et je tiens à la féliciter parce que c'est quand même un événement important, effectivement, beaucoup de gens sont venus pour dire mais qu'est-ce qui va se passer, qui va être le président de la province Sud, comment ça va fonctionner. Alors je tiens à rassurer tout le monde, Sonia Backès reste la présidente de la province Sud et on est tous contents qu'il en soit ainsi. La province Sud, elle fonctionne bien. Elle s'appuie sur des vice-présidents, mais également sur une administration qui est efficace. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont dématérialisées, donc beaucoup de dossiers peuvent être validés à distance, signés par la présidente, donc même quand elle n'est pas là, quand elle assume ses fonctions à Paris. Ensuite, nous avons des secteurs qui sont distribués entre vice-présidents. Nous sommes très autonomes, donc on gère depuis le début de la mandature nos secteurs, et puis on fait remonter lorsqu'il faut valider la décision finale. Il y a quelques dossiers qui sont gérés directement par la présidente, ce sont les dossiers d'ordre stratégique, notamment sur la mine, et elle pourra continuer à les gérer depuis Paris. Juste une petite remarque. C'est une chance pour les Calédoniens d'avoir quelqu'un comme Sonia Backès qui est secrétaire d'État. Alors, vous savez, un secrétaire d'État, c'est pas un travail, c'est pas une carrière, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quand ça s'arrête, mais je crois qu'il y a une fenêtre de tir là qui est importante pour nous. Au-delà du fait que ça tombe pendant la période des discussions, vous savez qu'en métropole, malheureusement, ceux qui suivent le dossier calédonien, qui connaissent le dossier calédonien, sont pour beaucoup d'anciens cadres socialistes. Il y a un déficit qu'a un peu comblé Sébastien Lecornu, d'élus pro-français, bienveillants envers la Calédonie française à Paris. Et je crois qu'il faut profiter de cette fenêtre de tir pour les faire venir en Calédonie, pour faire connaître la Calédonie, les faire rencontrer les Calédoniens, de façon à ce qu'on investisse dans la relation et qu'on soit défendu de façon plus équitable. En attendant, vous travaillez comment? Par visio, avec la présidente qui est à Paris? On travaille comme on travaillait avant, c'est-à-dire que ça se fait par mail, par Messenger, on suit les dossiers. Mais vous savez, encore une fois, la province, c'est une grosse machine. C'est une grosse machine où les tâches sont réparties, chacun sait ce qu'il a à faire. Et donc, il n'y a pas vraiment de changement en fait, au quotidien. Je vous dis juste un mot, et je tiens à le dire de façon très, très ferme. La province Sud, c'est un outil au service de la liberté des Calédoniens qui veulent rester français. Et donc moi, je suis très attaché à ce qu'on maintienne la stabilité et l'efficacité de cette institution parce qu'elle est là pour défendre les intérêts de la population en général, tout comme le sont nos mairies. Et je crois que lorsqu'on voit la situation du gouvernement que j'évoquais, il est important qu'on ait une province Sud stable et efficace et je m'emploierai, comme mes camarades élus, à le faire. Philippe Blaise, premier vice-président de la province Sud, merci d'accepter notre invitation. Merci Elisabeth.